L'émerveillement, on pourrait le rechercher dans des pays lointains, dans des environnements atypiques, exotiques. En soi, il est bien plus proche que l'on ne l'imaginerait. Observez attentivement. Notre voyage débute au sud, sur la côte atlantique. Celle-ci est linéaire et les plages d'océan s'étendent à perte de vue. La houle se transforme en vagues puissantes, dont le bruit grave emplit l'atmosphère tout au long de la plage. La côte landaise est un exemple de symbiose complexe entre l'océan et la terre. Les dunes formées par le vent et fixées par les plantes évoluent constamment au bord de l'eau. Plus on s'éloigne du rivage, plus la forêt s'imprègne et fixe le sol. Elle s'étend alors à perte de vue vers l'intérieur des terres. Sur la côte, on trouve des lieux atypiques, comme la chapelle Sainte-Thérèse, édifiée en 1932 en contrebas des dunes de sable. Quelque temps après, plus haut sur la côte, nous retrouvons les mêmes plages, mais le lieu nous semble pourtant bien différent. Un nuage de poussière soulevé par le vent constant balayant la plage embrume l'atmosphère d'un épais brouillard. Le ciel fade s'oppose aux lueurs du soleil dans l'eau, alors formé de milliers de diamants scintillants. Le tableau est surréaliste. Les vagues continuent de déferler violemment pour le plus grand plaisir des surfeurs, encore présents en cette fin de journée estivale. L'océan continue de se mélanger à la terre. En regardant depuis le ciel, le point de vue change et l'on redécouvre avec émerveillement des lieux que l'on connaît. Que le pinceau soit le vent ou les puissants courants marins de la côte atlantique, les dessins qui en résultent nous émerveillent de leur finesse. Notre chemin continue au nord. La côte s'aplanit et est parsemée de nombreuses petites îles. En arrivant sur l'une d'entre elles, le continent semble lointain et nous découvrons un nouvel espace particulier. L'île d'Aix est une petite île située tout près de l'île d'Oléron et ne mesurant pas plus de 2 km². On y retrouve de longues plages où l'eau se retire au loin, mais aussi étonnamment, des plages rocailleuses dans les forêts du nord de l'île, où l'on accède via de petits sentiers forestiers. L'île est chargée d'histoire. Napoléon y vécut un temps avant de quitter définitivement la France après son abdication. Le seul village de l'île, entouré de ses fortifications, semble provenir d'un autre temps. Nous flânons agréablement dans les petites rues fleuries du village pittoresque, sous le soleil en cette fin de journée. À seulement une centaine de kilomètres, nous sommes transportés dans un espace à la végétation luxuriante et à l'ambiance dépaysante. Le marais de la Brière est une immense zone humide bordant la côte. Celle-ci est drainée par le dernier affluent de la Loire, le Brivet, et on y retrouve principalement des étendues de rosières parsemées d'eau. Il est possible de s'y promener en barque et de se perdre dans l'immensité des méandres de canaux traversant le marais. Loin de tout, on arpente ce labyrinthe dont les méandres s'étendent parfois sur plusieurs kilomètres. Cette zone est un habitat idéal pour de nombreuses espèces animales, principalement des oiseaux migrateurs qui y font étape en été. On y retrouve aussi ces mouettes rieuses qui élisent domicile dans le marais lors de la saison chaude. La zone humide de cette région ne se limite pas à la Grande Brière Motière. Tout près, en se rapprochant de la côte, nous rentrons dans les fameux marais salants de Guérande. Le vert fait place à une palette de couleurs aux teintes pastel, due aux différents éléments contenus dans l'eau des bassins. Ceux-ci dessinent des formes géométriques abstraites
savant mélange entre la main de l'homme qui les a façonnés il y a des siècles et la nature qui continue d'y vivre. Nous quittons la zone humide pour entrer dans le sud de la Bretagne, plus exactement dans le golfe du Morbihan, la Petite Mer. Cette mer intérieure d'une vingtaine de kilomètres d'ouest en est est très prisée pour la beauté de ses paysages. Au-delà du tourisme, on y retrouve de nombreux pêcheurs amateurs ou bateaux de plaisance qui profitent des conditions particulièrement favorables à la pratique de la voile. Le golfe s'est formé il y a des milliers d'années, suite à plusieurs cycles de glaciation. Les 4 rivières qui l'alimentent ont creusé de profonds estuaires pour rejoindre la mer, qui était alors 120 mètres en dessous de son niveau actuel. Lors de la fonte des glaces, seules les parties les plus élevées subsistèrent sous la forme de nombreuses îles arborées. On dit que le golfe en renfermerait autant que l'année contient de jours. Le golfe communique avec l'océan au travers d'un étroit goulet de seulement 1 kilomètre. Cela induit de forts courants de marée, dont celui de la Jument, qui traverse le golfe à plus de 9 nœuds, ce qui en fait l'un des plus puissants d'Europe. La côte est principalement arborée et est constituée de granit qui se mêle à l'eau selon les marées. Ici, les paysages sont changeants en raison du marnage découvrant un estran étendu et varié. À l'horizon, nous distinguons sur la côte une construction singulière. L'abbaye du Mont-Saint-Michel date du Xe siècle. Elle est construite sur le rocher du même nom et se démarque de la plaine par sa hauteur. La statue de Saint-Michel culmine à 157 mètres au-dessus de l'étendue côtière, périodiquement sous l'eau lors des marées, qui sont réputées les plus hautes du monde. Le son lointain du vent et des mouettes emplissent l'atmosphère des petites rues du village médiéval en contrebas de l'abbaye. Du haut du mont, on observe la rencontre de la mer et de la terre, vide, dessinant des formes abstraites. Au loin, l'estran est traversé par les tracteurs, raclant la terre et soulevant sur leur passage d'imposants nuages de poussière qui se dissipent dans la brume ambiante. La côte normande nous réserve encore des surprises et change maintenant de topographie. Les falaises de craie blanche se dressent tout au long de la côte. Elles sont le résultat de millions d'années de dépôts en strates, de coquilles, qui entouraient des petites algues unicellulaires. Après des mouvements tectoniques, les falaises émergent alors de l'eau, formant d'imposants murs blancs trônant face à la mer. Les formations singulières comme l'Arche et l'Aiguille d'Étretat se sont formées par le travail d'une rivière souterraine, qui sculpta la roche friable petit à petit pendant des milliers d'années. Fruit du temps, ces formations restent néanmoins fragiles et s'écroulent régulièrement sur les plages inaccessibles au pied des falaises. Le ciel bleuâtre contraste avec la Manche, qui s'étend à perte de vue en direction de l'Angleterre. Le soleil se couche et les falaises se parent d'une teinte orangée. Nous laissons derrière nous la mer et redescendons alors dans les terres, en Sologne. Cette ancienne région marécageuse est aujourd'hui principalement recouverte de forêts et d'étangs, dont ces derniers recouvrent 2% de sa surface.
Ces vastes étendues forestières sont un habitat favorable à de nombreux animaux emblématiques de nos régions. On peut y observer des chevreuils sortir des forêts sombres dans les clairières ensoleillées, où ils broutent l'herbe jaune séchée par le soleil. Mais ils ne sortent jamais très longtemps, de peur de se faire repérer. La plupart de ces forêts sont privées, cloisonnées pour la chasse, réduisant la variété génétique dans les populations animales déjà en déclin. Nous quittons une forêt pour une autre. En Auvergne, le soleil fait place à l'orage, qui gronde dans les forêts de pins. La pluie cesse peu à peu, et les volcans se dessinent au travers des arbres. Le puy de Dôme se dessine nettement par sa grandeur. Du haut de ses 1400 mètres, il dépasse de 500 mètres le plateau granitique. Ce volcan de type péléen est monogénique. Il s'est formé en un seul épisode éruptif, il y a plus de 10 000 ans. Il surplombe néanmoins tous les autres volcans de la chaîne des Puys. Au sommet de celui-ci, aux premières lumières, on y voit les nuages se disperser dans les plaines alentours. Les parapentes profitent des puissants courants ascendants, leur permettant parfois de s'élever à plus de 3000 mètres d'altitude. Les 80 volcans de la chaîne des Puys se dessinent le long de la faille de la Limagne. Recouverts d'une végétation épaisse, on reconnaît néanmoins les formes particulières des cratères volcaniques. En s'éloignant un peu du massif central, les collines se font plus basses. Les champs vallonnés et parsemés de petites forêts se dessinent à l'horizon, alors que le brouillard sillonne entre les arbres. Lorsqu'il se lève, les immensités de champs se dévoilent et nous invitent à reprendre notre chemin. En continuant notre chemin vers le sud, les étendues de forêt font maintenant place à un paysage digne de l'Ouest américain. L'origine de ces formations est étonnante. Des millions d'années auparavant, la mer se retirant, laissait alors des bancs de sable enrichis en argile contenant du fer. Ces terres sont rapidement recouvertes par la végétation, mais dès le XVIIe siècle, l'homme entreprend d'exploiter cette ressource et dévoile alors les strates colorées qui gisaient en dessous de la forêt de pins. Les vestiges de cette exploitation minière forment alors d'étranges formations, telles que ces cheminées de fées se dressant seules au milieu de la forêt. Nous quittons le Colorado pour descendre encore plus au sud, où nous passons le plateau de Valensole. Dans les montagnes escarpées, un étonnant village se dévoile entre les pics rocheux. Moustier-Sainte-Marie, considéré comme l'un des plus beaux villages de France, est une petite commune de 700 habitants. Elle se trouve en contrebas de formations rocheuses abruptes, marquant la fin du plateau de Valensole. Au-dessus des maisons, une étoile est suspendue entre les deux pics rocheux. Ce qui vaut souvent au village, c'est de comparer à une crèche grandeur nature. La vallée de Moustier-Sainte-Marie débouche alors sur le lac de Sainte-Croix et les gorges du Verdon. Du haut des montagnes escarpées, on peut observer la surface bleue du lac, parsemée de dizaines de bateaux de plaisance. Le lac de Sainte-Croix est une retenue artificielle, mise en eau en 1973, suite à la construction du barrage du même nom sur le cours du Verdon. À l'entrée du lac, les falaises se dressent et l'on rentre dans les imposantes gorges du Verdon. En haut de la montagne, on entend la puissante rivière creuser bruyamment son lit. Ces gorges sont par endroits très étroites et profondes, pouvant atteindre 700 mètres de profondeur et 6 mètres de largeur seulement. Une partie est même nommée le Styx, à l'image du fleuve des enfers de la mythologie grecque. Arrivé sur la côte d'Azur, le son des vagues se mêle à celui des cigales dans les petites calanques isolées. Ces formations géologiques particulières se sont formées par érosion de la roche calcaire,
formant une côte découpée, déchiquetée et composée de falaises abruptes. Plus à l'ouest, nous rentrons de nouveau dans une zone humide, la Camargue. Les paysages de Camargue diffèrent de ceux alentours et comptent de nombreux milieux différents, tous aussi des paysans. Le parc régional, situé entre les deux bras du Rhône, est principalement constitué d'étangs et de sansuirs, des steppes au sol salé, où poussent seulement des plantes adaptées. Les étendues d'eau peu profondes forment d'étonnantes fresques qui révèlent la complexité sous-jacente de cet étonnant écosystème. Elles sont un habitat propice à de nombreuses espèces d'oiseaux. Les fameux flamants roses de Camargue se retrouvent par centaines dans les étangs pour se nourrir, mais on trouve aussi une grosse population de cormorans perchés dans les quelques arbres de la région. La Camargue est une biosphère étonnante de diversité. Elle est protégée depuis le XXe siècle, car elle subit de nombreuses contraintes, comme la mise en culture des sols et le recul du littoral. Durant ce voyage, je suis resté proche, tout en voyageant loin. En observant suffisamment, la diversité et l'émerveillement ont émergé au plus proche. En posant un regard curieux sur les lieux qui m'entourent, j'ai observé des aspects que tout le monde voit, mais que personne ne regarde. Et c'était magnifique.